heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Bonjour chez vous, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité qui vous concerne. Nous sommes au plus près de vous avec nos partenaires de la presse quotidienne régionale, des télévisions locales et des Indés radios. Nous sommes ensemble pendant 1h30 et au menu du jour, le Sénat monte au front contre la réforme des retraites et le calendrier du gouvernement. Les sénateurs veulent s'opposer à la procédure accélérée qui limite le texte à une lecture par chambre. On va en parler avec la sénatrice socialiste du Nord, Martine Filleul. Elle est avec nous. Dans une demi-heure, l'invité politique, c'est Elisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique et solidaire. Interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée par Christelle Bertrand du groupe La Dépêche. Et puis nous poursuivons notre tour de France des municipales. Cette semaine, nous sommes dans les Alpes-Maritimes et dans le Var. Aujourd'hui, direction Mandelieu-la-Napoule, touchée par les inondations. Il y a quelques semaines, le sujet préoccupe encore beaucoup sur place et paralyse la campagne. Et puis enfin, dans le Club des territoires, on parlera aussi municipal. 11 ministres sont engagés dans l'élection et on attend dans les prochaines heures la décision du premier d'entre eux, Édouard Philippe, sur une éventuelle candidature au Havre. Alors, est-ce un atout d'avoir un ancrage local ? Lorsqu'on est au gouvernement, on en débattra. Mais avant cela, voici les autres informations de ce mercredi 29 janvier. 4e cas de coronavirus en France, plus grave que les précédents. Un touriste chinois est en réanimation à Paris. La France qui va rapatrier ses concitoyens présents dans la région de Wuhan. 2 avions seront affrétés pour rapatrier 250 Français et plus de 100 autres citoyens européens, annonce de la Commission européenne. Les pompiers mettent fin à leur mobilisation après des annonces hier de Christophe Castaner. Le ministre de l'Intérieur s'est engagé à revaloriser leurs primes de feu et à permettre un départ anticipé à la retraite en échange de cotisations supplémentaires. Après des mois de mouvement, les pompiers reprendront donc le travail normalement le 1er février. Didier Migaud est le nouveau président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Sa nomination a été validée hier par le Parlement. Et puis, dernière information, elle concerne les municipales. Le MoDem a tranché. Le parti de François Bayrou a annoncé son soutien à Benjamin Griveaux à Paris. Rassembler, la victoire est possible. Diviser, la défaite est assurée, disent-ils. Et on débute avec la sénatrice du jour, élue du Nord, qui siège dans le groupe socialiste. Bonjour Martine Filleul. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Merci de m'accueillir. Mais on vous en prie, on va commencer par la réforme des retraites. Il y a beaucoup d'actualités avec vous, notamment sur votre travail au Sénat. Mais on commence par la réforme des retraites. Le Sénat qui a donc réuni hier une conférence des présidents en urgence. C'est la réunion des présidents de groupe, des présidents de commission. Et les sénateurs qui protestent contre le calendrier du gouvernement. Ils demandent de ne pas utiliser la procédure accélérée. C'est cette procédure qui limite la lecture, le texte à une lecture par chambre. Pour ne pas utiliser la procédure accélérée, il faut l'accord de l'Assemblée. Or, ça semble mal parti. Est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau de la part des sénateurs ? Eh bien, écoutez, tout d'abord, redonner le cadre en disant que moi, ce que je demande au gouvernement, c'est de retirer ce texte. Car il faut trouver de l'apaisement et redémarrer une discussion dans la sérénité sur cette importante question des retraites. En effet, on voit bien qu'il y a un mouvement social vraiment très très important en France. Toutes les professions, tous les âges se sentent concernés et sont mécontents. Et donc il faudrait que le gouvernement fasse preuve un peu d'humilité et de responsabilité. Or, vous avez raison, l'actualité récente, la phase législative, montre que c'est l'inverse. Après avoir maltraité la rue et les Français qui descendaient dans la rue, après avoir maltraité les syndicats, ils maltraitent le Parlement en proposant une lecture accélérée de ce texte maintenant présenté au Conseil des ministres. Mais vous, parlementaire, vous, sénatrice, vous dites on ne peut pas travailler correctement sur ce texte, c'est ça le message ? On ne peut pas travailler correctement sur ce texte, tout d'abord parce qu'il n'y a qu'une lecture. Tout est fait dans la pression, dans la précipitation. Il nous faut du temps pour qu'on puisse travailler correctement et également que les Français aient droit à un débat sur cette question importante qui soit approfondie. Or, tout prouve qu'aujourd'hui, on est dans l'approximation. Prenez l'avis du Conseil d'État qui montre qu'il y a des perspectives financières qui ne sont pas claires. Il y a dans le texte des ordonnances, des zones blanches en quelque sorte, qui sont pourtant des points importants comme la pénibilité.
Et puis, je crois que le ministre a dit qu'on verrait au fur et à mesure de la discussion parlementaire si on pouvait ajouter ou modifier des choses. Cela n'est pas sérieux, cela n'est pas responsable. Il faut que le gouvernement arrête de s'entêter et puis procède autrement, à la fois sur le fond et à la fois sur la forme. Alors, Imaginez que François Hollande ait fait la même chose. On aurait dit, mais enfin, ce n'est pas possible. Quel amateurisme! Et là, eh bien, le gouvernement, le président de la République s'entête, alors qu'on a affaire vraiment à une réforme centrale, à un pilier du contrat social français. Ce n'est pas possible. Mais alors, parce que là, le retrait semble mal engagé. Hein. Les travaux ont déjà commencé d'ailleurs à l'Assemblée nationale depuis hier. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, en tant que parlementaire? Est-ce que vous allez quand même examiner ce texte? En responsabilité, je pense que le Sénat va finir par examiner le texte, parce que nous sommes une assemblée responsable et que nous avons la volonté de déboucher et de faire que le pays soit débloqué, parce qu'aujourd'hui, il est paralysé, les Français sont mécontents. Je pense qu'il faut absolument sortir de cette situation. Et devant l'entêtement, je crois que nous travaillerons. Car le Sénat a cette volonté de toujours travailler, de trouver toujours des solutions et des réponses. Mais ce n'est pas satisfaisant, ni la manière dont on travaille, ni le fond, car cette réforme n'est vraiment pas satisfaisante, ni pour les femmes, ni pour les travailleurs qui ont des métiers pénibles. Dernière question sur ce sujet, est-ce qu'il faut un référendum sur ce texte? C'est ce que demandent notamment les parlementaires communistes. Pourquoi pas? Il faut qu'effectivement la gauche, en tout cas, trouve une solution, une réponse commune qui peut être le référendum. Eh bien, on aura l'occasion de reparler de ce texte. On va parler de votre travail au Sénat. On va parler d'abord de votre proposition de loi sur le congé paternité. Fanny Conqui va tout nous expliquer. Bonjour Fanny. Bonjour Oriane, bonjour Martine Filleul. Bonjour. Et Fanny, vous allez donc nous parler de la proposition de loi de Martine Filleul sur le congé paternité. Oui, d'abord on va faire un petit état des lieux sur ce que dit la loi aujourd'hui. Aujourd'hui, les pères ont droit à un congé de naissance, il est de 3 jours et c'est obligatoire. Les pères, depuis 2002, ont également droit à un congé paternité. Il a été créé sous le gouvernement de Lionel Jospin. Ségolène Royal, à l'époque, était ministre déléguée à la famille. Ce congé paternité est de 11 jours, mais il est facultatif et il est indemnisé jusqu'à 89 € par jour selon les revenus du salarié, bien sûr. Alors, je vous propose qu'on regarde un peu ce qui se fait ailleurs. Regardez, en Italie et en Grèce, le père a droit à 2 jours de congé paternité seulement, payés intégralement. En Espagne, l'année dernière, le congé paternité est passé de 5 à 8 semaines. Et en 2021, il passera à 16 semaines. C'est autant que les mères. Et c'est un congé indemnisé à 100%. Enfin, du côté de la Norvège. La Norvège qui est souvent citée en exemple, ce sont les pionniers. Ils ont créé le congé paternité dès 1977. Et bien aujourd'hui, le père norvégien a droit à 10 semaines de congé, auxquelles s'ajoutent 26 semaines qu'il partage avec la mère. Ce congé est indemnisé à 100% du salaire, jusqu'à 6 000 € par mois environ. Je vous propose d'écouter le témoignage de ce Français qui est parti vivre en Norvège et qui a donc découvert le congé paternité à la norvégienne. L'État norvégien nous a dit, en gros, vous avez 10 mois de congés parentaux à vous répartir à peu près comme vous le voulez. Il y aura 3 mois pour la mère, 3 mois pour le père et 4 mois à se répartir. Ici, on s'occupe du bébé tout seul. Donc c'est d'abord le congé maternité, après le congé paternité. Et ça change quand même beaucoup de choses, et dans un couple, et dans son rapport avec les enfants. Et pour moi, c'est le genre de politique sur l'égalité homme-femme qui est très emblématique de la Norvège. Alors, les Français, que pensent-ils du congé paternité? Eh bien, écoutez, regardez, 46% des sondés se prononcent en faveur d'un congé paternité obligatoire. Ça fait un Français sur 2. Et 88% estiment que cette disposition est importante pour créer un lien avec son enfant. Que pense le gouvernement de son côté? Eh bien, en 2018, la ministre Marlène Schiappa disait vouloir faire évoluer le congé paternité, l'allonger, bien sûr, mais elle n'était pas forcément favorable au fait de le rendre obligatoire. Un rapport avait été commandé à l'IGAS et en 2018, l'IGAS proposait un allongement du congé paternité à 4 semaines pour un coût évalué à 600 millions d'euros. Martine Filleul, vous aussi, vous voulez faire évoluer le congé paternité. Vous avez déposé en décembre dernier une proposition
proposition de loi pour faire évoluer ce congé pour les pères, le rendre obligatoire, qu'il passe de 3 à 17 jours. Est-ce que vous pensez que le gouvernement et les élus sont maintenant prêts à faire passer ce congé de 3 à 17 jours et le rendre obligatoire surtout? Première chose, dire que ce congé de paternité, aujourd'hui, il est optionnel et il est pris par 7 pères sur 10. Mais ce qu'il faut observer, c'est que ce ne sont pas n'importe quels pères qui prennent ce congé de paternité et que c'est assez mal réparti sociologiquement puisque ce sont souvent des pères cadres et non pas des pères qui ont des situations plus instables ou plus modestes dans notre société. Donc l'idée, c'est de permettre à tous d'avoir un accès à ce congé qui est tellement important par rapport au regard que l'on a des femmes dans le monde du travail et à la fois sur le lien entre le père et l'enfant qui se cristallise à ce moment-là de la vie. Donc il m'a semblé très important de pouvoir faire cette proposition de loi, ne serait-ce que pour installer le débat sur le congé de paternité en France. Vous avez vu qu'il y a une tendance un peu historique dans d'autres pays européens de le prolonger et je trouve que la France est en retard sur ce sujet-là. Comment vous l'expliquez ce retard par rapport à d'autres pays ? Eh bien, là, il y a déjà eu un rapport de l'IGAS auquel Marlène Schiappa fait souvent référence, qui montre qu'il y a vraiment un désir des pères de prendre ce congé de paternité, mais qu'il y a un blocage qui est un blocage financier de la part de la France et des institutions françaises. Et donc, c'est pour cela que moi... Le blocage financier, c'est-à-dire que c'est quoi? C'est le gouvernement, Fanny nous a rappelé le coup, 600 millions, c'est ça qui bloque? Oui, c'est ça qui bloque, effectivement, puisque c'est un coût qui est non négligeable, et je pense que le retour sur investissement est tout à fait important. Quand le gouvernement dit qu'il fait de l'égalité homme-femme une grande cause nationale, je pense que c'est le moment d'avoir des gestes significatifs de cette nature-là. Mais pour vous, c'est uniquement financier? Il n'y a pas un problème de mentalité? Tout ça, c'est dépassé? Moi, je pense que c'est dépassé. Enfin, toutes les enquêtes montrent qu'il y a vraiment une volonté des pères de prendre et d'avoir droit à un congé de paternité, mais que c'est aujourd'hui difficile, en particulier aussi pour des raisons financières, puisqu'on a vu qu'il y avait un congé de naissance et puis un congé de paternité qui était optionnel et qui ne recouvrait pas entièrement, ne dédommageait pas entièrement du salaire. Et donc, c'est pour ça qu'il est important d'avoir un congé de naissance qui permette aux pères aussi de se retrouver financièrement. Vous parlez de Marlène Schiappa, vous l'avez rencontrée. Est-ce que vous connaissez la position du gouvernement sur votre proposition de loi ? Enfin, la position en tout cas de Marlène Schiappa, je l'ai interrogée à ce propos dans une rencontre que nous avons eue avec la délégation aux droits des femmes et elle m'a dit que ce congé de paternité et cet allongement du congé de paternité allait dans le sens de l'histoire et que c'était aux législateurs de prendre ses responsabilités. Donc je prends ma responsabilité, je propose cette loi et ce changement de loi à elle maintenant de prendre sa responsabilité, au gouvernement de prendre ses responsabilités et de mettre les moyens en face de cette proposition de loi. Et au Sénat un peu aussi, parce que pour qu'on comprenne bien, peut-être pour nos téléspectateurs, là vous avez déposé votre proposition de loi, mais il faut maintenant qu'elle soit examinée en séance pour avoir une chance de voir le jour. Est-ce que vous pensez que ça sera fait dans les prochaines semaines? Eh bien, écoutez, il y a des opportunités qui se présentent au mois d'avril-mai, mars-avril-mai. Donc, peut-être à ce moment-là, eh bien, mon groupe accédera à ma demande de présenter ce texte. Eh bien, on aura l'occasion d'en reparler. Oui, très volontiers. On va parler d'une autre de vos actualités. Ici au Sénat, il y a quelques jours a été créée une mission d'information sur la gouvernance et la performance des ports maritimes. C'est une mission que vous présidez, que vous allez présider. Avant de parler de l'objectif, on va regarder quelques chiffres pour bien comprendre. Les ports en France, il y a 66 ports de commerce. Les ports, c'est 180 000 emplois directs ou indirects et 15 milliards d'euros de richesse produite annuellement. Donc cette mission d'information a été mise en place sur la gouvernance, la performance des ports. Quel est l'objectif? Eh bien, l'objectif, c'est de voir quelle est l'évolution
de la gouvernance des ports depuis les derniers textes législatifs qui ont réparti autrement la présence de l'État et des partenaires économiques dans la gouvernance des ports. Et donc l'objectif est de voir comment fonctionnent ces textes et à quel degré de compétitivité nous sommes parvenus au niveau des ports français grâce à cette nouvelle gouvernance. Je voudrais ajouter que je travaille avec Michel Vaspart, qui est le rapporteur de cette loi, et nous nous sommes donné comme objectif d'aller visiter des ports, les grands ports maritimes français, ainsi que quelques ports étrangers, dont les ports des Pays-Bas et les ports belges, qui sont toujours un peu montrés en exemple. Et justement, est-ce que vous savez comment se placent les ports français par rapport à leurs concurrents européens, internationaux? Eh bien, très clairement, on peut dire que les ports français, grâce aux dernières réformes législatives, ont beaucoup vu booster leur activité, mais qu'il y a vraiment encore, je crois, un nouveau souffle à donner, et j'espère que modestement, ce rapport pourra le permettre. Alors, il y a la question du Brexit qui se pose, le Brexit qui sera lancé symboliquement, en tout cas vendredi. Est-ce que vous pensez que ce Brexit va avoir des conséquences sur les ports français ? Oui, forcément, ce Brexit oblige les ports, en tout cas surtout les ports du Nord, qui sont particulièrement touchés par le Brexit, à se remettre en question quant à leur activité, mais aussi par rapport à leur géographie. Beaucoup de mesures ont été prises. Nous avons visité avec Michel Vaspart le port de Dunkerque. Et votre premier déplacement d'ailleurs. Oui. Et nous avons vu qu'effectivement, des aménagements avaient été prévus pour bien gérer cette question, en même temps que l'État a aussi doté de nouveaux postes les douanes pour faire face à cette nouvelle situation. Plus largement, au-delà des ports, puisque vous êtes élu du Nord, est-ce qu'il y a eu une inquiétude dans le Nord sur les conséquences de ce Brexit ? Bien sûr, parce que nous avons en particulier beaucoup de visiteurs anglais et que nous craignons bien sûr qu'ils aient moins envie de venir nous visiter, que les entreprises soient moins attirées par notre territoire et qu'on fasse en quelque sorte une marche arrière par rapport à la situation que nous avions connue de plus grande ouverture. Donc, bien sûr, il y a de la crainte, mais un certain nombre de contacts ont été pris pour que les choses se passent au mieux. Donc, vous êtes plutôt rassurée ? Plutôt confiante. Plutôt confiante. Allez, comme tous les jours, on va se rendre dans une rédaction locale. Aujourd'hui, on va aller à Tours, retrouver nos partenaires de la Nouvelle République. Bonjour Mathieu Le Gall, journaliste à la Nouvelle République. Merci d'être avec nous. On va parler des municipales, puisqu'on est maintenant à quelques semaines du scrutin. Et vous avez posé une question à vos lecteurs, question simple. Qu'attendez-vous de votre maire ? Vous avez posé cette question sur plusieurs thèmes et aujourd'hui, vous abordez plus spécifiquement leurs attentes dans le domaine économique. Oui, Oriane, et parmi les réponses que nous avons reçues, classées et sur lesquelles nous portons un éclairage avant le premier tour des municipales, celui de l'économie est sans doute pour nos lecteurs le plus nébuleux, pour reprendre le terme de Philippe Samzin, qui est l'auteur de ce focus. D'abord, qu'entend-on par économie ? Pour les lecteurs qui nous ont répondu, l'économie au niveau local, c'est le budget de leur commune. Ils attendent de leur maire une gestion rigoureuse des finances publiques. Mais passé cette question du budget municipal, les choses se compliquent un peu. Le rôle du maire en matière de politique économique est moins bien cerné. Alors, après l'État, les régions, les intercommunalités, les prérogatives d'un maire en matière d'économie, eh bien, elles sont plus limitées. Oui, un maire ne peut pas créer de mini-CICE pour les chefs d'entreprise installés sur son territoire. Il ne peut pas, comme la région Centre-Val de Loire le fait, à travers son agence de développement économique DEVOP, aider des startups à opérer des levées de fonds ou à se développer à l'international. Les élus locaux que nous avons interrogés expliquent que leur rôle est plutôt de créer un climat favorable pour attirer et retenir celles et ceux qui travaillent chez eux. À travers les remarques de vos lecteurs, Mathieu, vous avez aussi noté que les attentes dans un espace rural ne sont pas les mêmes que les attentes dans les villes. Oui, et c'est assez net. À Loches ou à Tours, par exemple, certains lecteurs s'inquiètent de développement immobilier qu'ils perçoivent comme une sorte de monopoly. Dans de plus petites communes, la question du commerce et du rôle du maire dans sa conservation et son développement est essentielle.
Le rachat des commerces en zone rurale, Antoine Tristram, le secrétaire de l'Association des maires d'Indre-et-Loire, l'évoque dans la Nouvelle République aujourd'hui. Et comme autre levier économique du maire, il cite également les aides à l'installation ou les ateliers relais qui sont proposés temporairement à des entreprises qui démarrent leur activité. Voilà pour les attentes de vos lecteurs en matière économique. On va faire un point sur une ville, en particulier une ville de votre région, Mathieu, c'est Poitiers aujourd'hui. Poitiers où le maire socialiste sortant Alain Claes verdit sa campagne. Oui, Alain Claes a dévoilé vendredi dernier la première partie de son programme, soit 61 propositions pour une écoville. Parmi ces propositions, 20 km de voies vélo express, une déchetterie mobile et 100% de bio ou de circuits courts dans les cantines d'ici 2026. Les attentes des électeurs sur les questions écologiques sont réelles, mais les contextes politiques locaux le sont aussi. À sa gauche, Alain Claes va trouver la liste Poitiers Collectif qui compte 4 membres d'Europe Écologie Les Verts et 2 de Génération Écologie. À l'échelon local, l'écologie rassemble les électeurs, mais elle divise les candidats. Eh bien voilà, merci pour ce point à Poitiers et merci pour ce point sur les attentes des lecteurs de la Nouvelle République, notamment en matière économique. On va regarder la une de la Nouvelle République ce matin. Mathieu, la Nouvelle République, coronavirus, le CHU de Tours, prêt à faire face. C'est à la une de votre journal. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. On va continuer à parler municipal, Martine Filleul, mais on va aller dans votre région du Nord et on va balayer plus largement l'actualité du Nord avec la revue de presse de votre département. C'est Fanny Conqui qui revient. Et rebonjour Fanny. Rebonjour. Et on commence par la Voix du Nord. Oui, on va parler des chiffres du chômage, cette baisse historique depuis la crise financière, une baisse de 3,3% sur l'année 2019 en France. Et regardez, dans la Voix du Nord, une baisse record dans la région. En effet, pour les Hauts-de-France, cette baisse est vraiment la plus importante par rapport aux autres régions de France. C'est une bonne nouvelle, Martine Filleul ? Oui. Et quel soulagement, quel bonheur de voir ces chiffres du chômage diminuer, sachant que traditionnellement, le chômage est de 1-2 points plus élevé dans la région qu'ailleurs en France. À quoi vous l'attribuez cette baisse du chômage ? Vous dites bravo au gouvernement ? J'allais dire que le gouvernement a mis les moyens pour faire en sorte que le chômage se baisse. Et c'est la moindre des choses qu'il y arrive avec les sommes qui ont été investies dans le domaine. Allez, on va passer à un autre sujet, Fanny, dans 20 minutes cette fois. Oui, dans 20 minutes, on parle de l'encadrement des loyers à Lille. Il avait été annulé en 2017 sur décision du tribunal administratif. Et on le sait, Martine Aubry, maire socialiste de Lille et qui est candidate pour un 3e mandat, tient à ce dispositif. Elle en a donc fait la demande à nouveau à la préfecture. Et donc, l'encadrement des loyers sera à nouveau mis en place au courant du premier semestre 2020 à Lille. Là aussi, une réaction, Martine Filleul ? Oui, important vraiment que tous les quartiers de la ville, que les centres-villes puissent être occupés par une population mixte, que toutes les catégories sociales puissent avoir accès à la ville. La flambée des loyers est vraiment insupportable dans les centres-villes et il faut trouver des solutions. Martine Aubry en a trouvé une. Allez, on va parler des municipales. On reste à Lille et on va voir ce qu'il y a dans Nord-Éclair. Oui, Nord-Éclair qui fait un focus à l'occasion de ces élections municipales. Le journal se penche sur le quartier de Oisem à Lille, connu notamment pour son marché. Ce marché, c'est l'un des plus importants d'Europe. Focus donc sur ce quartier lillois. C'est à lire dans Nord-Éclair ce matin. Merci beaucoup, Fanny. Là aussi, Martine Filleul, vous voulez peut-être réagir, sûrement d'ailleurs. C'est un quartier auquel les Lillois sont extrêmement attachés parce qu'il est populaire, parce qu'on y est bien accueilli. Il y a un festival de l'accordéon qui attire beaucoup et vraiment... c'est un quartier qu'on aime et je voulais encore dire tout mon attachement à cette ville de Lille. Allez, on va continuer à parler des municipales à Lille, où Fanny le rappelait, Martine Aubry est candidate pour un nouveau mandat. Est-ce que vous êtes optimiste ? Martine Aubry, elle part favori à Lille ? Martine Aubry part favorite. Elle est sortante, elle a réussi à transformer sa ville, à en faire une ville attractive, une ville culturelle, une ville connue pour son dynamisme également économique, avec des pôles comme Euratechnologie par exemple. Donc je pense que les Lillois connaissent le travail qu'elle a fait. Est-ce qu'elle a réussi à rassembler la gauche à Lille ? Et elle a réussi à rassembler la gauche. C'était la question que vous m'aviez posée lorsque je suis venue la dernière fois ici. Oui, la gauche est rassemblée derrière Martine Aubry.
les socialistes, mais également les communistes sont rassemblés derrière Martine Aubry. Et vous redoutez, comme dans de nombreuses villes, une poussée des écologistes? Ah ben je ne la redoute pas. Je ne la redoute pas parce que le fait que les écologistes soient présents dans le paysage politique, j'allais dire, c'est dans l'ordre des choses. Il y a véritablement une urgence écologique. Et nous avons vocation à travailler avec les écologistes en bonne intelligence au deuxième tour, puisqu'ils ont cette stratégie un peu traditionnelle de se présenter seuls au premier tour. Et là, est-ce que l'alliance pour le deuxième tour est garantie? Parce que David Béliard nous disait sur ce plateau il y a quelques jours que l'alliance avec Anne Hidalgo pour le deuxième tour, elle n'était pas garantie à Paris. Est-ce qu'à Lille, c'est le cas? Ah ben, je pense que ça fera forcément l'objet de discussions entre les deux tours et peut-être maintenant des discussions sont-elles engagées. Moi, je comprends les écologistes qui disent il faut que ce soit sur des bases programmatiques, que nous nous entendions, des bases solides de partage de programmes et d'options politiques. Moi, je trouve que c'est dans la cohérence politique. Et on ne peut que leur reconnaître cette cohérence politique. Et je pense que, et je suis même sûre que Martine Aubry est prête à discuter dans la cohérence politique avec les écologistes à Lille. Y compris si les écologistes arrivent en tête au premier tour, Martine Aubry se retirera? Ah, je pense que les discussions s'engageront d'autant plus, avec d'autant plus d'acuité, mais je n'ai pas envisagé, pour tout vous dire, ce cas de figure. Elle est plus largement, au-delà de Lille, les municipales pour le Parti socialiste. Est-ce que c'est un risque, ces municipales pour le Parti socialiste? Est-ce qu'il y a un risque d'effacement? On voit que dans de nombreuses villes, le Parti socialiste n'a pas présenté de candidat, faisant des alliances avec le reste de la gauche. Est-ce qu'il y a un risque pour votre parti? Moi, je ne vois pas de risque. En ce sens que je pense qu'au contraire, les municipales, c'est une étape de notre reconstruction. Nous sommes dans la reconstruction par rapport aux idées et aux programmes, et on l'a vu avec l'exemple d'Alain Claes. Nous avons à nous renouveler, à nous re-questionner sur notre programme municipal et sur notre programme socialiste d'une manière plus générale. Et nous avons à reconstruire la gauche qui, on le voit bien aujourd'hui, est morcelée. Et les municipales, c'est une occasion de rediscuter, de remailler, de nouer des alliances. C'est ce que nous faisons. À géométrie variable, parce que c'est la particularité des municipales. Selon les histoires locales, eh bien, nous avons des alliances, des accords avec telle ou telle formation de gauche. Est-ce que ce dépassement, ce questionnement, il va amener le Parti socialiste à dire finalement notre avenir, ce n'est plus le Parti socialiste, il faut dépasser tout ça? Ah, écoutez, moi je ne lis pas trop dans le marc de café, même pour dire pas du tout. Moi je crois au Parti socialiste. Je pense que cette organisation n'est pas morte, contrairement à ce que disent certains. Mais ce qui est important, ce n'est pas l'organisation de toute façon en tant que telle. Ce qui est important, ce sont les valeurs, c'est une idée de gauche. Et une idée de gauche d'autant plus importante que nous avons un gouvernement ultra-libéral qui donne chaque jour des preuves de ce qu'il est à droite et non pas en même temps de droite et de gauche. Eh bien, merci beaucoup Martine Filleul d'avoir été avec nous ce matin. On va recevoir un membre du gouvernement justement dans 2 minutes. L'invité politique, c'est Elisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique et solidaire. Elle est avec nous. Mais d'abord, avant d'entendre la ministre, vous allez voir que jusqu'au premier tour des municipales, on va vous proposer des modules pédagogiques pour tout comprendre de cette élection. Ils sont réalisés avec France 3 Noah, la chaîne de la Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, nous allons voir qui a le droit de vote pour ces élections municipales. C'est une excellente question, parce que bon, de vous à moi, vu le profil de certains élus, en effet, on peut se demander qui vote. Pour pouvoir voter aux élections municipales, c'est très simple, il suffit de remplir 4 critères. Avoir la nationalité française ou celle d'un des 27 ou 26 pays membres de l'Union Européenne, et oui, hein, avec le Brexit, on sait plus trop combien on est, hein. 26 et demi disons. À côté de cela, il faut jouir de ses droits civils et politiques, être majeur et surtout être inscrit sur les listes électorales, mais pas n'importe lesquelles, hein. Vous avez 2 possibilités.
Soit vous vous inscrivez sur les listes électorales de la ville de votre domicile principal, soit sur celle de la commune où vous payez des impôts locaux depuis au moins 2 ans. Par exemple dans la ville de votre société si vous êtes chef d'entreprise, ou de votre résidence secondaire si vous êtes pété de zeuil ou un chanceux héritier. Bon, moi par exemple, là, j'ai une petite résidence secondaire à Esclotte, là, dans le Lot-et-Garonne, eh bien je peux me présenter dans cette commune pour devenir le maire de 154 habitants et 300 moutons. Bon, d'ailleurs, pour tout vous dire, c'est sur ces derniers que je compte pour être élu. Hein. Bon, pas de panique, pour nous les jeunes beaux gosses des moins de 26 ans, hein, il y a une petite exception, on peut s'inscrire dans la commune de papa-maman, même si on n'y vit plus vraiment. Encore une bonne occasion pour venir squatter et manger une tarte aux pommes le dimanche midi, ça, hein. Pour vous inscrire sur les listes électorales, vous avez jusqu'au 7 février 2020. Vous pouvez le faire en mairie, par courrier en joignant un formulaire CERFA et les pièces justificatives, ou en ligne sur le site servicepublic.fr si vous avez la flemme de vous déplacer, ou vous n'avez pas envie de voir la tronche d'Isabelle, la sœur du beau-frère du cousin de votre oncle que vous avez vu 2 fois et qui travaille à la mairie, hein. Notez que quelques retardataires sont autorisés à s'inscrire sur les listes électorales une fois les délais dépassés. Mais pas n'importe qui, hein. Parmi eux, les personnes qui obtiennent la nationalité française ou leurs 18 ans en cours de route. Moralité, dépêchez-vous à obtenir vos 18 ans. En attendant, n'oubliez pas de me poser vos questions à l'adresse ci-dessous. Allez, ciao! Politique ce matin, c'est Elisabeth Borne. Bonjour. Bonjour. Ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci d'être avec nous ce matin. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée par Christelle Bertrand du groupe La Dépêche. Bonjour Christelle. Bonjour Ariane, bonjour Elisabeth Borne. Les sujets sont nombreux avec vous, hein. Elisabeth Borne, on va bien sûr longuement parler d'écologie, de la réforme des retraites, mais d'abord un mot sur ce coronavirus. La Commission européenne qui a donc annoncé hier que 2 avions seraient affrétés pour rapatrier 250 Français et une centaine d'Européens présents dans la région de Wuhan, en Chine, berceau de l'épidémie. Est-ce que vous en savez plus sur ce rapatriement ? On est en train de caler le dispositif, donc comme vous l'avez vu, à la fois on est vigilant sur la situation en France avec des consignes très claires qui ont été passées. Si on revient de Chine, qu'on a des problèmes respiratoires, de la fièvre, il ne s'agit pas d'aller aux urgences ou chez son médecin, il faut appeler le 15. Et puis la France se préoccupe de la situation de ses ressortissants qui sont effectivement en Chine. On va organiser un rapatriement de ceux qui le souhaitent, mais on est en train de caler le dispositif, à la fois de voir combien de personnes sont concernées. Et puis vous l'avez souligné, on s'occupe évidemment des Français, mais aussi, à la demande d'autres pays européens qui n'ont pas forcément la même organisation, on pourra prendre en charge d'autres ressortissants européens. Vous avez une date précise pour ce rapatriement ? La date n'est pas encore calée, le dispositif se met en place. Alors, un nouveau cas a été confirmé en France. Est-ce que des dispositions supplémentaires vont être prises au regard de ce nouveau cas ? Les dispositions, elles sont claires. C'est vraiment de rester chez soi si on a effectivement des symptômes, d'appeler le 15. Vous avez vu qu'on a été très réactif pour mettre en place des tests. Donc c'est l'Institut Pasteur qui a réussi à avoir des tests. Donc ça permet vraiment d'avoir une réponse au plus juste, adaptée en fonction de la situation des personnes qui présentent des symptômes. Allez, l'autre sujet, c'est la réforme des retraites. La commission spéciale de l'Assemblée nationale a commencé ses travaux hier, mais le Parlement est en colère contre le calendrier de cette réforme. Le Sénat, notamment, demande la fin de la procédure accélérée. C'est une seule lecture par chambre. Il demande plus de temps pour examiner cette réforme des retraites. Le gouvernement ne le souhaite pas. Est-ce que le gouvernement empêche le Parlement de travailler correctement ? Vous savez, ce débat, il va se poursuivre jusqu'à l'été. Donc je pense que maintenant, tout le monde a les éléments, le texte de loi, une étude d'impact très copieuse qui a été également transmise au Parlement. Et puis donc il y a plusieurs mois avant l'examen au Sénat. Donc je pense que tout le monde aura le temps de prendre connaissance de tous ces éléments. Des projets de loi parfois moins importants et moins fondamentaux que ce projet de loi sur les retraites bénéficient de plusieurs lectures au Parlement. Pourquoi cette procédure accélérée sur un texte dont le gouvernement dit qu'il est fondamental ? Vous savez, la procédure accélérée, ça peut aussi vouloir dire deux lectures dans chaque assemblée. On peut supposer que la CMP ne sera pas nécessairement conclusive, donc chacun aura le temps de débattre du texte. La CMP, juste la commission mixte paritaire, où députés et sénateurs sont censés se mettre d'accord sur la nouvelle journée de mobilisation. Il y a une nouvelle journée de mobilisation qui est prévue aujourd'hui. Apparemment, peu de conséquences sur le trafic. Est-ce que les perturbations dans les transports, c'est derrière nous ? Est-ce que la grève est derrière nous ? Le mouvement tel qu'on l'a connu, avec effectivement une très forte mobilisation à partir du début décembre,
Je pense que maintenant, c'est sans doute derrière nous. Il y a des actions ponctuelles. Bon, je pense que les Français, partout en France et spécifiquement en Île-de-France, ils en avaient assez, ils avaient envie de reprendre une vie normale. Et voilà, moi, j'espère qu'effectivement, ça va être le cas. Je pense qu'aujourd'hui, le trafic est quasi normal. Est-ce que vous êtes favorable à l'étalement des retenues sur salaire pour les grévistes? Non, je pense que ça a été dit très clairement. D'abord, il n'y a pas eu de négociation de sortie de conflit, puisque les organisations syndicales ne l'ont pas souhaité. Ensuite, chacun prend ses responsabilités. Il y a eu un conflit très long, très pénalisant. C'est toujours pénalisant pour tout le monde, ce genre de conflit, à la fois pour les usagers qui ont été en galère pendant des semaines, et puis aussi pour les salariés qui finalement perdent de l'argent. C'est aussi des choix en responsabilité qu'on fait dans ce cas-là. Et aussi pour les entreprises. Alors, la présidente de la RATP a annoncé hier 200 millions de pertes. Est-ce que vous avez un nouveau chiffre pour la SNCF ? On sait que pour la SNCF, ça va être de l'ordre du milliard. Donc c'est évidemment une très mauvaise nouvelle, alors que l'entreprise doit avoir une trajectoire qui lui permet évidemment ne pas se réendetter, alors qu'on va reprendre 35 milliards de dettes dans le quinquennat, ce qui est évidemment énormément d'argent. Moi, mon objectif, c'est vraiment que la SNCF fasse les investissements qui étaient prévus. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait de plus en plus de gens qui prennent le train plutôt que la voiture. Le transport, c'est le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre. En plus, c'est des galères pour tout le monde quand on doit prendre sa voiture pour aller. On a encore vu des résultats dans toutes nos grandes villes en France où il y a des embouteillages. Donc, il faut plus de trains, des investissements massifs de la SNCF. Donc, mon objectif, c'est que, évidemment, on ne remettra pas en question les programmes d'investissement très importants qui sont investissement sur quoi ? Est-ce que encore une fois, c'est les petites lignes qui vont être pénalisées ? C'est une inquiétude dans les territoires. Est-ce que ce milliard de pertes supplémentaires, ça va avoir une incidence sur les investissements dans ce domaine ? Ça ne peut pas être le cas, ça ne sera pas le cas. On est très attentif. Jean-Baptiste Djebbari a continué le travail avec les régions pour qu'on apporte des solutions. Il y a besoin... il fallait sortir de cette logique du tout TGV où on a négligé le réseau, celui qui dessert nos villes. Je pense à Rouen, je pense à Clermont-Ferrand, je pense à Limoges. Vous voyez, où on a beaucoup de Français qui ont vu leur temps de trajet s'allonger pendant qu'on promettait des TGV à tout le monde. Il faut plus de TER autour des grandes villes. Et donc voilà, et puis par ailleurs, il y a des petites lignes qui sont très importantes pour la desserte des territoires. Ce sur quoi on travaille, c'est aussi d'avoir des réponses adaptées. Parce que pendant trop longtemps, il y avait une vision de ce qu'était une ligne ferroviaire, la même qu'on soit sur un RER en région parisienne ou qu'on soit dans un territoire moins dense. Et tout le travail qui est mené, c'est d'avoir des réponses adaptées, peut-être des trains plus légers. C'est le travail qui est mené avec les régions pour qu'on apporte les bonnes réponses adaptées dans chaque territoire. Mais vous dites qu'il n'y aura pas de conséquences sur les petites lignes, mais il y aura forcément des conséquences à la SNCF. Ce milliard, du coup, il va se faire sentir où, ce milliard qui manque ? Je pense que la SNCF réfléchit à des cessions qui pourraient être faites. Vous savez que la SNCF, elle est dans le transport ferroviaire et je pense que c'est ce que tous les Français attendent d'elle. Puis elle est présente dans d'autres activités, le transport routier de marchandises. Voilà, moi ce que je souhaite, c'est que la SNCF soit au service des Français pour un meilleur transport ferroviaire. Elle pourrait céder le transport routier de marchandises. Je pense que elle peut y réfléchir. Je ne vais pas faire une annonce ce matin, mais il y a des actifs qui ne sont pas indispensables à ce que tous les Français attendent et donc il faut qu'elle y réfléchisse. Juste dernière question là-dessus. Vous avez dit que l'État va reprendre 35 milliards de dettes de la SNCF. Ce milliard supplémentaire, la SNCF va devoir se débrouiller toute seule ? Je pense que 35 milliards, vous savez, c'est beaucoup d'argent. Et à la fin, c'est quand même nous tous qui allons financer cette reprise de dette. Donc pas d'aide de l'État sur les conséquences de la grève ? Non. Passons à une autre de vos préoccupations. L'environnement, ce devait être un marqueur du quinquennat. En juin 2017, le président proclamait « Make our planet great again ». Or, finalement, jusqu'à présent, pas de très grandes annonces. Est-ce que le chef de l'État s'en remet entièrement sur la convention climat, la convention citoyenne qui est en train de se tenir ? Alors, peut-être qu'on n'a pas suffisamment mis en valeur ce qu'on a fait, vous savez, mais moi, je crois à une écologie de l'action. Pas des promesses en l'air, et on est en train d'agir à la fois sur une transformation sans précédent. On veut sortir de la civilisation des énergies fossiles. Et c'est le document, la feuille de route que j'ai mis en consultation il y a une dizaine de jours, qui nous place, qui va faire que la France sera un pays neutre en carbone.
Donc, elle n'émettra pas plus de gaz à effet de serre que ce que notre planète, nos sols, nos forêts peuvent absorber. Très concrètement, et cette feuille de route, comment ? très concrètement, c'est des transformations profondes. On évoquait la mobilité. Vous savez, on va investir comme on l'a jamais fait dans les transports du quotidien pour remettre en état les réseaux ferrés, pour développer des solutions alternatives à la route dans tous les territoires. Donc ça, c'est un exemple. Des solutions alternatives à l'avion aussi, par exemple ? L'avion, vous savez, on a des TGV en France et a priori, effectivement, il faut qu'on ait un usage plus raisonné de l'avion. Je vous précise qu'on était avec Jean-Baptiste Djebari en début de semaine parce que le transport aérien, comme tous les secteurs, doit aussi réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Et par exemple, l'appel à manifestation d'intérêt, donc la mobilisation de tous les acteurs pour nous proposer des biocarburants qui peuvent être une solution de court terme pour réduire les émissions en attendant l'avion à hydrogène. Parce qu'on sait que le biocarburant, ce n'est pas la solution miracle. Au moment où on manque de terres agricoles, on sait que ça prend beaucoup d'espace. Moi j'ai dit très clairement que si ces biocarburants aériens, ils doivent se développer avec des réponses qui ne créent aucune déforestation directe ou indirecte, pas en France et pas ailleurs, et qui ne peuvent pas effectivement se développer en concurrence avec l'alimentation. Donc les solutions qui ont été regardées, puisqu'on avait lancé, j'avais lancé déjà un travail entre tous les acteurs, c'est par exemple des huiles usagées, des graisses animales. Voilà, donc c'est certainement pas des ressources qui pourraient être en concurrence avec l'alimentation, ni a fortiori contribuer à la déforestation. Donc voilà, il y a ces actions très fortes sur les transports. Et puis dans tous les secteurs, on a engagé des transformations profondes. Par exemple, dans la loi énergie-climat, on se donne les moyens de mettre fin à ces logements qui sont des passoires thermiques d'ici 2028. Donc on a ces transformations profondes. Et puis peut-être aussi vous dire qu'on a des actions immédiates. La fin des centrales à charbon dans le quinquennat, 1 million de chaudières fuel qu'on va remplacer en 5 ans, 1 million de voitures, 1 million de ménages qui vont pouvoir passer à des voitures qui polluent moins et qui consomment moins. Donc c'est aussi important pour le budget des ménages. Dès cette année, le forfait mobilité, 400 € pour ceux qui vont au travail en vélo ou en covoiturage. Donc vous voyez, c'est préparer les prochaines décennies avec des actions structurelles et puis des actions immédiates. On a compris vos mesures. Je reviens un petit peu en arrière. Je vous ai laissé développer, mais sur cette question des biocarburants, qu'on soit bien clair, vous avez annoncé un objectif de 50% de biocarburants dans les avions d'ici 2050. Et il y a un téléspectateur qui vous a posé une question à ce sujet sur Twitter. On va la regarder ensemble. C'est une question Twitter donc de Charlotte Vassan. La France veut créer une filière de biocarburants pour les avions. Pourquoi ne pas faire confiance à la filière éthanol française la plus durable au monde ? Je pense que les ressources éthanol, elles ne sont pas non plus en quantité illimitée, a fortiori si on ne veut pas que ça vienne en concurrence avec l'alimentation. Donc du coup, le sens de l'appel à manifestation d'intérêt, c'est que tous ceux qui ont des bonnes idées, qui répondent au cahier des charges que j'ai dit, pas de déforestation, pas de concurrence avec l'alimentation, sont les bienvenus. Quand on dit 50% de biocarburants en 2050, moi je précise, c'est peut-être 50% de biocarburants ou de carburants de synthèse. Et puis j'espère qu'on va lancer au plus vite des avions à hydrogène. Je pense qu'à partir de 2035, je souhaite qu'on ait des avions neutres en carbone. Mais les constructeurs sont prêts à ça ? Ils y travaillent. Airbus, Safran, toute la filière y travaille. Vous savez, on est un des seuls pays qui a toute la chaîne de compétences dans le domaine de l'aéronautique. On a su faire des choses formidables dans l'aérospatiale, dans l'aéronautique. Moi, je pense que le défi aujourd'hui pour l'aéronautique, comme pour tous les secteurs, c'est de devenir neutre en carbone. Alors, la fin du glyphosate qui avait été actée dans la loi Egalim, c'est pour demain, presque, dans un an. Est-ce que les délais seront tenus ? Est-ce que les agriculteurs ont pu, puisque c'était une des raisons de repousser cette échéance, ont pu s'adapter aujourd'hui ? Alors, vous savez qu'il y a des études qui sont faites à la fois par l'INRA, pour regarder quelles sont les alternatives. Et puis, tout ça sera évalué par l'Agence nationale de sécurité de l'environnement, l'ANSES. Donc, des premières évaluations ont été faites. C'est fait filière par filière. Il s'agit d'apporter des réponses concrètes aux agriculteurs. Donc, des premières évaluations ont été faites dans la viticulture. On aura prochainement les évaluations pour l'arboriculture. Et on attend d'ici l'été les évaluations sur les grandes cultures. Donc,
moi, je pense qu'il faut tenir cet objectif sur le glyphosate, évidemment s'occuper aussi des usages non agricoles. Je pense que les agriculteurs ne comprendraient pas que, par exemple, la SNCF continue à utiliser du glyphosate, donc elle est engagée pour sortir du glyphosate. Et puis peut-être dire que, de façon générale, il y a le glyphosate et puis il y a l'objectif que moi je porte de réduire l'usage des pesticides. Et donc ça, on a eu l'occasion de faire un point récemment qui nous a montré qu'on n'était pas sur la bonne trajectoire. Donc il faut un nouveau souffle et on va y travailler avec, évidemment, les représentants des agriculteurs, avec les organisations de protection de l'environnement, avec le ministère de l'Agriculture. Il y a une aspiration très forte, je pense, de nos concitoyens et des agriculteurs à ce qu'on consomme moins de ces produits chimiques qui ont un impact sur la santé et qui ont un impact, évidemment, sur l'environnement. Les délais seront tenus ou ils pourraient être repoussés un petit peu si tout le monde n'avait pas réussi à trouver les moyens de s'adapter? On est sur la feuille de route qui a été tracée par le président de la République, de dire qu'on sort de l'essentiel des usages en 3 ans et puis de tous les usages en 5 ans. Un mot sur cette demande d'une quarantaine de députés de tous bords qui vous ont adressé une lettre pour demander une évaluation climatique des lois. Est-ce que vous êtes pour ? Moi, j'y suis favorable. C'était aussi le sens des échanges qu'on a avec cette nouvelle instance, le Haut Conseil pour le climat, que le président de la République a souhaité mettre en place. Je pense que évaluer toutes les lois sur leur impact climatique, c'est indispensable, parce que sinon, vous savez, si à la fois, moi je me bats pour qu'on ait des mesures fortes pour effectivement réduire les émissions de gaz à effet de serre, et puis que dans le même temps, il y a des projets de loi qui vont dans le mauvais sens, c'est un peu comme si moi je remplissais la baignoire et qu'elle se vide de l'autre côté. Donc je pense qu'il faut vraiment maintenant évaluer toutes nos lois sur cet impact, comme on le fait quand on a des études d'impact aujourd'hui. On s'occupe des enjeux économiques et sociaux, il faut prendre l'impact sur le climat, moi j'ai pas de doute. Le gouvernement souhaite un congrès mondial de la nature qui pourrait avoir lieu en juin à Marseille. Quel est l'objectif de ce congrès ? Alors vous savez que 2020, c'est une année importante pour le climat, c'est une année aussi cruciale pour la biodiversité, puisque se tiendra en Chine à la fin de l'année la COP sur la biodiversité, où on doit arriver à l'équivalent de l'accord de Paris qu'on a eu pour le climat en 2015, on veut la même chose pour protéger notre biodiversité dans les 10 prochaines années. Et ce congrès de l'UICN qu'on accueille, effectivement, c'est un événement très important. Le dernier s'était tenu en 2016 à Hawaï. Et il y avait eu des décisions importantes, par exemple la fermeture de l'importation d'ivoire en Chine. Donc c'est des temps très importants. Ça sera près de 20 000 personnes qui seront accueillies à Marseille. Et l'objectif, c'est qu'on puisse commencer à mobiliser, pas commencer, mais en tout cas acter déjà une forte mobilisation à ce moment-là de tous les pays qui doivent s'engager pour la biodiversité, comme on s'était engagé en 2015 pour le climat. Quelle pourrait être une des grandes décisions, par exemple, en matière de biodiversité ? Il y a des objectifs. Un objectif, je pense, qui est largement porté, en tout cas moi que je porte, c'est 30% d'air protégé, donc à la fois sur terre et en mer. C'est l'objectif qu'on se donne au niveau national, 30% de notre territoire en air protégé, avec 10% de protection forte. Mais à l'issue de ce congrès mondial pour la nature, vous espérez un accord au niveau international ? Absolument, absolument. À quelle échéance ? Donc c'est à la fin de l'année. Non, mais donc juin, c'est on va dire le tremplin pour la COP biodiversité qui se tient en Chine en octobre. Donc accord espéré en octobre. Oui. En parlant d'air protégé, un nouveau délai a été accordé à l'usine Alteo de Gardanne, qui déverse des boues rouges dans les calanques, on le sait, depuis la polémique dure depuis 2015. Pourquoi avoir accordé un nouveau délai ? Les associations parlent du énième délai. Je pense qu'il faut maintenant que ces rejets soient aux normes. L'objectif, c'est au plus tard, au mois de juin, que ces rejets respectent l'ensemble des paramètres. Pourquoi un nouveau délai jusqu'en juin ? Ça devait s'arrêter en décembre, là ? Moi, je comprends que l'industriel a une mise en service au mois de juin d'une station qui va permettre de tenir le dernier paramètre qui manque. Mais voilà, il n'y aura pas de nouveau délai, ça c'est clair. D'accord. Autre sujet qui a fait polémique il y a quelques années, lors d'un déplacement le 17 janvier dans le Tarn, le ministre de l'Agriculture a annoncé la reprise du projet de barrage à Civenne. Est-ce que vous soutenez cette initiative ? Alors, c'est un projet, effectivement, qui a un historique très lourd. On se souvient tous du décès de ce jeune militant. Le travail s'est continué dans le territoire.
entre les agriculteurs et les associations de protection de l'environnement. Je pense que c'est un sujet qu'il faut prendre évidemment avec beaucoup de précautions. Il y a des attentes qui peuvent sembler irréconciliables. Je pense que ce travail qui se poursuit maintenant depuis longtemps doit permettre de trouver un projet de territoire équilibré où on entend le besoin des agriculteurs d'avoir un apport en eau quand on a en tête les sécheresses, en même temps d'avoir des pratiques aussi qui s'adaptent et de respecter il y aura évidemment. Un barrage à Civenne. La discussion est en cours et je vous dis dans une association, entre les associations de protection de l'environnement, les agriculteurs pour trouver une bonne réponse. Allez, on va parler des municipales pour terminer. Qu'est-ce que la ministre que vous êtes en charge de l'écologie et des transports a pensé de la proposition de Benjamin Griveaux de faire un Central Park parisien à la place de la gare de l'Est ? Je pense que c'est une proposition qui fait écho à une attente très forte de nos concitoyens de donner une place plus importante à la nature en ville. Et moi, j'ai aucun doute que tous les candidats porteront des programmes forts sur l'écologie, et évidemment, je m'en réjouis. Et puis, pour ceux qui sont dans des grandes villes, auront à cœur de trouver des réponses pour répondre à cette aspiration de ne pas être coupé de la nature quand on est dans les villes. Eh bien, écoutez, voilà, il y a ce débat qui s'engage. Il doit être mené avec les Parisiens et puis avec tous ceux qui sont concernés. C'est pas contraire à ce que vous disiez tout à l'heure, qui était il faut plus utiliser le train et moins peut-être l'avion et les voitures individuelles. Le projet, je ne vais pas faire l'expertise du projet moi-même. Mais sur le principe. Dans le principe, évidemment. Est-ce que sortir les gares des centres-villes, c'est pas pousser les gens à prendre l'avion, parce que l'intérêt d'une gare, c'est qu'elle est en centre-ville. Le côté pratique du train par rapport à l'avion, c'est le centre-ville. Vous savez, ça dépend où. Le centre, ça peut être l'emplacement actuel, ça peut être la porte de la Villette. Je ne suis pas très sûr que ce soit fondamentalement différent. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des très bonnes connexions avec les transports en commun. C'est ça que les gens qui viennent par le train, notamment de l'Est de la France, cherchent. Et donc moi, je vous dis, le débat, il va se dérouler d'abord avec les Parisiens, mais on voit bien qu'il n'y a pas que les Parisiens qui sont concernés. Il y a tous ceux, il y a la SNCF, et puis il y a tous les vous avez citoyens, des retours les de la part habitants de la l'Est. SNCF sur Non, ce mais sujet ? franchement, moi, je veux dire, le débat, il doit se dérouler. C'est un beau thème de débat des municipales. Je ne vais pas faire le débat des municipales à Paris. Anne Hidalgo, elle veut supprimer, elle a annoncé la moitié des places de stationnement dans Paris pour les transformer en pistes cyclables. Est-ce que vous dites oui, c'est une bonne idée ? Moi, je pense que c'est le sens de l'histoire de réduire la place de la voiture en ville. Et donc, ça va dans le bon sens, développer le vélo. Vous savez, pour la première fois, je pense que je suis la première des ministres en charge notamment des transports qui affirmait que le vélo, c'était pas juste un loisir, que c'était un mode de déplacement à part entière. Donc moi, je crois énormément que le vélo peut avoir une place plus importante. On s'est donné l'objectif de tripler la part du vélo d'ici 2024. J'ai pas de doute qu'il faut faire des aménagements parce qu'un des freins à l'usage du vélo, c'est qu'il n'y a pas assez d'itinéraires sécurisés. Donc il faut faire ces aménagements. Je pense que ce qui est important, c'est évidemment... On a l'impression d'entendre le programme d'Anne Hidalgo quand on vous entend. Au final, elle mène une bonne politique à Paris. Ce qui est important, et dans les images, j'étais un petit peu inquiète dans ce que j'ai vu, c'est qu'il faut aussi permettre que les transports en commun circulent. Et puis, vous savez, il faut s'occuper des Parisiens quand on est au cœur de l'agglomération parisienne, puis il faudra aussi s'occuper des réponses qu'on apporte pour tous ceux qui ont besoin de venir à Paris. Alors, plusieurs membres du gouvernement se présentent pour ces élections municipales. Pourquoi pas vous ? J'ai beaucoup réfléchi parce que je pense que c'est important, un mandat local, c'est important de se confronter effectivement aux attentes des citoyens, aussi de pouvoir mettre en œuvre des projets localement. Mais je le disais, je pense que l'année 2020, c'est vraiment une année cruciale pour le climat, pour la biodiversité. Et donc moi, je souhaite être à 100% à ma tâche cette année. Mais il y a d'autres échéances d'élections locales l'an prochain, donc on pourra en reparler. Donc vous visez les départementales ? On pourra en reparler le moment venu. On aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, Madame la Ministre, d'être venue sur ce plateau. Merci, Christelle. Demain, l'invité politique, ce sera Guillaume Larrivé, le député Les Républicains de Lyon. Et on passe tout de suite au Club des Territoires. La Mutuelle Nationale Territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le Club des Territoires. Engie, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous présente le Club des Territoires. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous présentent le Club des Territoires. Le Club des
des territoires en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales et les Indés Radio. Aujourd'hui avec la bande, nous parlerons de la réforme des retraites et de ce coup de gueule au Parlement qui dénonce le calendrier et le mépris du gouvernement. On va en parler, puis on parlera bien sûr des municipales. Un tiers du gouvernement se lance dans la bataille. Alors un ancrage local est-il un atout? Les ministres candidats vont-ils faire de ces municipales un vote sanction? On va en débattre. Mais d'abord, c'est l'heure de notre reportage en région. Toute la semaine, Quentin Calmet et Fabien Recker sont dans le Var et les Alpes-Maritimes. Aujourd'hui, direction Mandelieu-la-Napoule. La ville a été frappée par de violentes inondations il y a quelques semaines. Ça relance le débat sur la bétonisation qui devient donc un thème de campagne dans la ville. Mais la campagne a du mal à démarrer. La ville étant plus préoccupée par la gestion des conséquences de ces inondations que par la campagne électorale. On regarde. Il y a un mois et demi, 2 épisodes d'inondation ont frappé la commune de Mandelieu-la-Napoule. En quelques heures, plusieurs mois de pluie se sont déversés sur la commune. Encore aujourd'hui, il y a des tonnes de bois à ramasser. Bonjour Sébastien Leroy, vous êtes le maire de Mandelieu-la-Napoule. On est où ici exactement? Alors ici, vous êtes sur le secteur dit des Graffouniers, le long du Rio de l'Argentière, qui est ce cours d'eau qui avait déjà débordé en 2015 et qui a à nouveau débordé en novembre et décembre 2019. Et qu'est-ce qui s'est passé concrètement ici à la fin du mois de novembre? Alors là, concrètement, le niveau d'eau que vous voyez aujourd'hui là était à peu près à ce niveau-là. Et la puissance du courant est venue taper sur la rive qui n'était plus protégée par les enrochements, a creusé sur une quinzaine de mètres, a tout emporté, c'est-à-dire la route, la berge, les canalisations d'eau potable et d'assainissement. La leçon, pour l'avoir vécu en direct, c'est qu'on n'est rien face à la puissance de la nature. Quand elle commence à s'exprimer, on ne fait que la subir. Aujourd'hui, il faut qu'en urgence absolue, je dis bien absolue, on aménage nos territoires. Et pour le faire, il faut aller vite, car on n'a pas le temps, le chronomètre tourne. On voit ces crises qui se sont répétées depuis 2015. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui se demandent ce que la mairie a fait depuis 2015? En réalité, c'est l'État qui a la compétence de lutte contre l'inondation, car c'est l'État qui va vous valider ou pas les travaux que vous devez faire. Et l'État a obéi à un cartel de normes et de lois qui est totalement déconnecté de la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour faire un projet, pour faire des travaux contre l'inondation, pour vous donner un exemple sur le cours du Rio, ça fait 10 ans qu'on est sur le dossier. Je le dis solennellement, les lois aujourd'hui de la République ne sont pas adaptées à gérer ce type de situation, mettent en danger les personnes parce qu'elles contraignent nos services à respecter des procédures qui prennent des années. C'est intéressant. S'il avait été maire depuis 2 ans. Bonjour. Bonjour Quentin Calmet. Alors Jean-Valéry de Sens, vous êtes candidat à l'élection municipale. Exactement. On le voit, l'urbanisme et les conséquences des inondations, ça va être un des thèmes de la campagne municipale? Oui, ça va être incontestablement un thème majeur de la campagne des municipales. Vous le savez, les Alpes-Maritimes sont caractérisées par l'hyperurbanisation depuis 25 ans et Mandelieu-la-Napoule particulièrement. Les erreurs du passé finalement se reproduisent encore aujourd'hui puisque tout récemment, le maire a donné un permis de construire sur un terrain que nous voyons derrière nous, qui était inondé il y a encore 2 mois et sur lequel se trouvera bientôt un hôtel avec 1500 mètres carrés de surface plancher et qui fera 15 mètres de haut. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il faut agir. On est déjà presque trop tard pour que dans l'avenir, il n'y ait plus les catastrophes telles qu'on les a vues à 3 reprises à Mandelieu-la-Napoule depuis 2015. Sur les plages de Mandelieu-la-Napoule, les séquelles des importantes inondations d'il y a 2 mois sont encore visibles. Ici, on attend beaucoup du bassin de rétention d'eau qui doit être construit sur les hauteurs de la ville d'ici 2023. Voilà pour ce reportage de Quentin Calmet et Fabien Recker. Demain, dernier épisode de leur périple dans les Alpes-Maritimes et dans le Var. On sera à Fréjus. Fréjus, ville dirigée par le Rassemblement National. L'occasion de faire un bilan d'une mandature du Rassemblement National. On va débuter ce club. Bonjour messieurs. Olivier Bonjour, Auguste, Ariane. Stéphane Robert, Jean-Baptiste Fouret. Merci d'être là. Bonjour Fanny. Bonjour. On a vu ce reportage de Quentin Calmet et Fabien Recker sur Mandelieu-la-Napoule touchée par les inondations. Et ça pose, comme on l'a vu dans le reportage, la question de la bétonisation. Et ça tombe bien, c'est justement la une de l'opinion aujourd'hui. Olivier Auguste, municipal, la guerre du béton. Cette question, elle va se poser pendant cette campagne. Oui, on s'est penché sur un peu un paradoxe, parce que tous les candidats, quasiment tous, promettent de ne pas densifier les villes, de ne pas construire plus d'immeubles en hauteur, de ne pas ajouter d'immeubles. On comprend bien pourquoi, quand vous êtes installé dans une ville, donc électeur,
vous n'avez pas envie de voir pousser en face de vous de nouveaux immeubles. Le problème, c'est qu'on manque de logements partout en France et que si on ne construit pas davantage dans les villes, eh ben, on est obligé, comme on l'a vu dans le reportage, d'aller construire ailleurs, plus loin. Alors ça peut être au bord des rivières, le long de zones inondables. Ça peut être aussi en prenant sur les forêts, sur les zones agricoles, sur les champs. Et ça pose de vrais problèmes. Et notamment, c'est un vrai paradoxe pour les candidats écologistes parce que, comme tous les autres, hein, ils se prononcent plutôt pour un gel des constructions dans les centres-villes. C'est vrai à Paris, à Lyon, à Toulouse, à Bordeaux et dans plein d'autres villes. Mais effectivement, quitte à fermer un petit peu les yeux sur le fait que ça oblige à étendre les villes, à prendre, on le disait, sur les zones soit de banlieue, soit périurbaines, et puis donc à faire ce qu'on appelle de l'artificialisation des sols pour construire des routes, des bâtiments, et puis à avoir des temps de transport qui sont plus longs, des embouteillages. Tout ça, c'est pas très écolo finalement, puisqu'on va générer des gaz à effet de serre. Donc voilà, on a exploré ce paradoxe ce matin. Et c'est donc à lire dans l'opinion. On le voit, hein, ces inondations, ces événements climatiques, qui reposent la question de cette bétonisation, de l'urbanisme, de l'aménagement. Vous aussi, hein, Jean-Baptiste, la semaine dernière, dans la Gazette, vous avez consacré un dossier à ce sujet. Le maire bétonneur est mort, vive le maire aménageur, vous dites. Oui, alors on le constate à Mandelieu-la-Napoule, hein, comme on l'a vu dans votre reportage. Là, il y a eu un urbanisme absolument délirant. C'est-à-dire que Mandelieu-la-Napoule n'était un gros village après-guerre qui a grossi avec des constructions qui ont été opérées en zone humide, sans penser à l'écoulement des eaux. Alors le maire rappelle quand même que c'est l'État, hein, dans les années 60-70, qui instruisait les permis de construire. Donc on fait souvent le procès des maires, mais en l'espèce... Justement, mais c'est vrai que comme c'est un thème de campagne, forcément, on voit que les deux candidats ne sont pas d'accord sur ce sujet. Vous pouvez nous expliquer concrètement quel est le pouvoir du maire en matière d'urbanisme et en matière de gestion des risques et en matière de bétonisation ? En matière de bétonisation, depuis les lois de décentralisation de 1983, c'est lui qui a la main. Donc c'est lui qui a aussi, dans cette commune, beaucoup construit. L'oncle de Monsieur Leroy, qui est arrivé à la mairie en 1995, qui était le prédécesseur de Monsieur Leroy, qui, pour la petite histoire, est c'était le frère du journaliste Charles Villeneuve. Donc cet oncle-là, Henri Leroy, quand il est arrivé à la mairie en 1995, il a trouvé dans les tiroirs un projet de doublement des surfaces constructibles. C'est-à-dire que l'idée, c'était que Mandelieu-la-Napoule passe de 25 000 à 50 000 habitants. Donc on était vraiment dans des délires immobiliers. C'était la folie immobilière sur la Côte d'Azur. Aujourd'hui, on en est revenu, mais on voit quand même les dégâts au quotidien. Donc ce sera évidemment l'enjeu numéro 1 dans une commune de ce type. Dans cette commune et ailleurs, cette question de la bétonisation, elle se pose aussi ailleurs maintenant ? Oui, bien sûr. Alors on voit des maires qui parfois avaient un peu l'image de bétonneurs. On pense en particulier à Gérard Collomb, qui a beaucoup construit à Lyon. Il veut absolument verdir son image, mais c'est ce que vous disiez. Enfin, il y a quand même un paradoxe entre cette volonté de ne pas construire trop haut, et puis une volonté aussi de ne pas étendre trop la ville. Il faudra un jour choisir son camp. Allez, merci pour cette analyse. On va passer à un autre sujet. On va continuer à parler des municipales, mais avec un autre thème. Ministre ou candidat, il ne faut pas forcément choisir. Ce ne sont pas moins d'une douzaine de ministres qui se sont engagés dans la campagne des municipales. On va regarder ensemble la liste pour bien comprendre. On a Gérald Darmanin qui s'est déclaré tête de liste à Tourcoing. Sébastien Lecornu, candidat à Vernon. On ne connaît pas encore sa place sur la liste. Un duel entre Didier Guillaume et Jean-Baptiste Lemoyne à Biarritz. Jean-Baptiste Djebari, qui lui est candidat à Limoges, Marc Fesneau dans son village de Marchenoir, Franck Riester, candidat à Coulommiers, là aussi on ne connaît pas sa position sur la liste, Gabriel Attal est lui candidat à Vanves, Marlène Schiappa dans le 14e arrondissement de Paris, ainsi qu'Agnès Pannier-Runacher dans le 16e, toutes deux en soutien à Benjamin Griveaux, et Geneviève Darrieussecq qui est elle candidate à Mont-de-Marsan. Et la liste pourrait s'allonger puisqu'Agnès Buzyn réserve sa décision et qu'Édouard Philippe devrait annoncer la sienne vendredi. Avant d'en parler, on rappelle la règle qu'a fixé Édouard Philippe. On peut être candidat en étant ministre, mais une fois élu maire, eh bien, ils devront choisir un tiers des candidats, des membres du gouvernement qui sont candidats. Quelle lecture on peut en faire, Stéphane Robert ? Est-ce qu'on se dit c'est pas si mal, les ministres s'engagent, ou est-ce qu'on dit trop peur d'engagement? Est-ce qu'ils ont peur du vote des Français? Ça clarifie les choses. On a d'un côté les ministres les plus politiques,
qui se présentent, qui font de la politique depuis longtemps, qui savent ce que c'est que la politique, qui ont besoin d'un ancrage local, qui savent que c'est important, et donc qui se présentent, qui préservent l'avenir en quelque sorte, enfin qui voient plus loin. Et on a les ministres qui sont beaucoup plus techno ou techniques, qui eux n'y vont pas, qui sont là en tant que gestionnaires du gouvernement. Oui, parce qu'on précise, je vous laisse dire, on précise que dans la liste qu'on a donnée, à part Agnès Pannier-Runacher et peut-être Agnès Buzyn-Salivat, tous avant étaient soit élus locaux, soit membres du Parti Socialiste, DLR. Ça clarifie véritablement les choses. On a vraiment cette césure entre les ministres politiques et ceux qui ne le sont pas, ou beaucoup moins. Et du coup, on a des gens qui, à travers cet ancrage local qu'ils vont rechercher, n'insultent pas l'avenir, en tout cas. Enfin, on a l'intention de s'ancrer durablement vers autre chose. Ce gouvernement-là n'est pas leur issue. Olivier Auguste, c'est le retour du clivage entre le vieux monde et le nouveau monde, finalement? Oui, il y a un peu de ça, mais on voit bien que c'est ceux qui vont aller à la bataille ont bien senti, vous parliez de la nécessité d'un ancrage local, il y a aussi, je crois, l'idée d'être relégitimé par les urnes. La période n'est pas facile pour le gouvernement, il y a le conflit sur les retraites, il y a eu d'autres difficultés avant, les gilets jaunes évidemment, de pouvoir dire, voyez, moi, les électeurs chez moi m'ont renouvelé leur confiance, en toute conscience, c'est évidemment ça vous donne une force supplémentaire. Et donc, de ce point de vue-là, on comprend pourquoi Emmanuel Macron les pousse à aller à la bataille, même si effectivement il y a ce paradoxe, parce qu'il y a cette menace un petit peu diffuse qui plane. Si vous gagnez et si vous êtes élu maire, vous resterez peut-être pas au gouvernement. C'est même sûr, hein, d'après ce que dit Édouard Philippe. J'attends de voir un peu quand même. À commencer par lui, dont on attend la déclaration vendredi. Est-ce que ça peut aussi mettre fin à ce procès en déconnexion de la Macronie, du gouvernement, ces ministres qui s'engagent dans la bataille? Oui, alors ils s'engagent quand même pas tous. On voit par exemple Agnès Buzyn qui semble beaucoup hésiter. Peut-être qu'elle ne veut pas monter à bord du Titanic de la liste de Benjamin Griveaux. Elle a dit que vu l'actualité, notamment le coronavirus, elle met sur pause sa décision. Oui, il y a le coronavirus, le changement climatique. On l'a entendu aussi avec Madame Borne. On a bien compris. Moi, ce qui me paraît aussi intéressant, c'est de voir un ministre comme Gérald Darmanin, qui est sans doute le plus politique des ministres, prendre la tête de la liste à Tourcoing. Et Gérard Darmanin, c'est quelqu'un qui prépare toujours le coup d'après. Donc il ne va pas se contenter de la mairie de Tourcoing. Ce qui l'intéresse sans doute, c'est quand même la métropole de Lille. Et finalement, dans un grand groupement urbain comme celui-là, on a peut-être plus de marge de manœuvre qu'à Bercy, où on est sous tutelle de Bruxelles, sous l'étroite surveillance d'une cohorte d'énarques. Est-ce que finalement, ces ministres qui s'engagent dans la bataille, il n'y a pas un risque de faire de cette élection une élection plus nationale, un vote sanction contre le gouvernement? Bien sûr. Ça nationalise forcément un petit peu le scrutin. Pour ce qui concerne le Premier ministre, il prend un petit risque quand même. Le Havre, c'est un bastion historiquement communiste, c'est encore très très fort d'ailleurs. Et on a vu au moment de la contestation sur la retraite, il y a eu des manifestations très importantes. Donc ça réveille un petit peu cette contestation-là. Ça va faire que ce scrutin, s'il se présente, et s'il se présente tête de liste, ce qui vraisemblablement, a priori, devrait être le cas, maintenant il faut rester prudent, ça va nationaliser le scrutin. Il prend donc un risque. En même temps, s'il gagne, il est intouchable, il devient intouchable. Il gagne non seulement sur la réforme des retraites, mais il gagne chez lui, dans sa ville du Havre. Ça devient un des personnages les plus costauds de la Macronie. C'est qui tout double pour Édouard Philippe, cette déclaration de candidature ? Oui, il y a un peu ça, parce que pour le coup, s'il perd, son avenir à Matignon peut être sérieusement raccourci. Mais effectivement, être chef du gouvernement, se présenter comme tête de liste, quitte à dire ce qui est probable, je ne serai pas maire ou pas tout de suite, ça lui redonne une force. On a vu qu'il était remonté en première ligne sur les dossiers des retraites. On est revenu à une répartition des rôles un petit peu classique dans la Ve République, avec un Premier ministre qui va au front, alors qu'il était un petit peu plus effacé depuis le début du quinquennat. Bon, s'il réussit sa séquence électorale et qui fait passer la réforme des retraites, ça le met évidemment en position de force. Il ne part pas complètement dans l'inconnu, puisqu'il y a un sondage qui avait été réalisé au mois d'octobre sur la ville du Havre qu'il donnait vainqueur au premier tour à un peu plus de 50%. Alors, la réforme des retraites, évidemment, ce qui s'est passé là, la politisation de ce scrutin a fait que
on n'en sera peut-être pas là, mais enfin, il part pas complètement, il part quand même favori. Et on suivra tout ça, une déclaration d'Édouard Philippe qui est attendue pour vendredi. Alors il y a les ministres qui se lancent et puis il y a les maires qui jettent l'éponge à quelques semaines du scrutin. Pour certains édiles, je vais y arriver, c'est l'heure de passer la main et de laisser leur place après seulement parfois un seul mandat. Une décision pas toujours facile à prendre mais justifiée par l'envie de changer de vie, comme l'expliquent ces élus à Romain Delville pour nos partenaires de TV Tour. À Reny, Axelle Tréhin a d'abord été adjointe à la jeunesse, à l'école et à la communication de 2008 à 2014. Il y a 6 ans, cette rédactrice technique a mis son travail entre parenthèses quand elle est devenue maire. Une expérience nouvelle, riche humainement, pleine de découvertes, mais très chronophage. En mars prochain, elle sera de nouveau sur la liste, mais pas en tête. Pour Axelle Tréhin, c'est aussi une certaine conception du pouvoir, plus collectif que personnel. Il y a une continuité et effectivement, j'avais pas envie d'arrêter complètement. J'étais très partagée quand j'ai pris cette décision, mais voilà, donc l'aspect plus personnel l'a peut-être emporté au moment de prendre la décision. Et dans ce contexte très précis de Reny, des personnes avec qui je repars, c'est possible. Ce serait peut-être pas possible ailleurs. Situation bien différente à Azay-le-Rideau. Arnaud Henrion a fait un mandat de maire et c'est fini. Ce chef d'entreprise spécialisé dans l'aéronautique n'a plus le temps de se consacrer à sa fonction. Et depuis 1 an qu'il a annoncé sa décision au Conseil, l'équipe municipale s'est divisée, s'est querellée. Résultat, il y aura 2 listes, voire 3 aux prochaines élections municipales à Azay. Et Arnaud Henrion ne figure sur aucune d'entre elles. Je souhaitais que le budget qui était voté à l'époque commence à dessiner l'Azay-le-Rideau de demain. Donc qu'il y ait une vraie transition, puisque l'équipe me paraissait soudée et vouloir pour la plupart repartir. Donc, ayant dévoilé mes positions trop tôt, je n'ai pas du coup réussi à maintenir cette cohésion de l'équipe que l'on a eue jusqu'alors. Cette division, c'est le plus grand regret de son mandat. Pour le reste, l'encore maire observe la campagne avec en son fort intérieur un brin d'amusement. La rancœur passera et le 22 mars, il redeviendra un simple ridélois. Voilà pour ce sujet de Romain Delville, de nos partenaires de TV Tour. Et les municipales, c'est aussi l'occasion d'une reconversion pour certaines personnalités. On va voir ça avec vous, Fanny. Et Fanny, plusieurs personnalités du sport, de la chanson, du cinéma, eh bien, sont candidates pour ces municipales. Oui, tout d'abord, on va parler d'Annie Gautra. Qui est Annie Gautra? Eh bien, c'est Stone du duo, Stone et Chardenne. On se souvient, voilà, vous voyez la photo, hein, on s'en souvient. Voilà, leur duo dans les années 70. Eh bien, Stone sera sur la liste du maire UDI de Commentry. C'est une ville de 6000 habitants dans l'Allier, une ville qu'elle connaît bien, elle y a grandi, elle a une maison de campagne là-bas et elle s'engage notamment parce qu'elle a été convaincue par certaines annonces du candidat en faveur de la protection animale. Autre candidat dont je voulais vous parler, c'est Vicage Dorasso. Vous vous souvenez évidemment de l'ancien footballeur de l'équipe de France et du PSG. Il est tête de liste dans le 18e arrondissement de Paris sur la liste Décidons Paris, soutenue par la France Insoumise en binôme avec Daniel Simonet. Engagé en politique depuis longtemps, il avait soutenu Bertrand Delanoë et puis Anne Hidalgo. Il avait d'ailleurs rencontré Anne Hidalgo il y a quelques semaines en vue des municipales et puis c'est finalement pour la France Insoumise qu'il part en campagne. Autre sportif engagé dans ces municipales, c'est à Marseille cette fois et c'est Jackson Richardson, l'ancien handballeur. Il a rejoint le candidat dissident LR Bruno Gilles. Regardez ce que déclare Jackson Richardson. J'avais envie de redonner à Marseille ce qu'elle m'a donné. Je m'y sens chez moi. Mon étiquette, ce n'est pas la politique, c'est le sport. Et justement, le sport, il en sera question avec les JO 2024 qu'il faut préparer. On sait avoir des sportifs dans son équipe politique, c'est populaire. Regardez justement ce qu'en dit le candidat Bruno Gilles au sujet de ce colistier. Il crée un courant de sympathie qui derrière peut créer un courant de voix. Ce ralliement politique est une belle opportunité. C'est un plus d'avoir un ancien champion olympique. Il y a le côté symbolique, il a été porte-drapeau et ça amène du sérieux. Autre candidat inattendu, Jean-Marie Bigard. L'humoriste se lance dans la course au municipal sur la liste Libérons Paris du forain Marcel Campion. Alors pourquoi cette alliance? Regardez, réponse en tweet avec le style qu'on lui connaît. Nous avons un point commun comme les forains. Mon seul but est de divertir le peuple. C'est tout, rien à foutre de la politique. Voilà, c'est le style Bigard. Enfin, on peut citer également... Pas lu la fin du tweet.
On peut citer dans un tout autre style, donc Patrick de Carolis, journaliste et auteur de plusieurs livres. Il est candidat à Arles, ville dont il est originaire, mais il se présente sans étiquette et sans investiture des partis. Il fait un rassemblement très large à gauche et à droite. Et puis un petit dernier, Oriane, c'est tout spécialement pour vous. On va parler de Mario, finaliste de la Starac. Voilà, ça ne nous rajeunit pas, c'était en 2001. Ben voilà, ça, mais ça a marqué jeunesse, Fanny, toute une génération. Vous et moi, Oriane, on était devant notre poste. Et ben Mario Baravecchia, c'est son nom de ville, se présente au municipal à Beaune. Il a quitté LREM l'année dernière pour rejoindre Agir, le mouvement de la droite constructive. Et il est donc à la tête de sa propre liste 100% Beaune. Voilà. Je sens que vous auriez, vous auriez voté pour lui, Oriane, si vous étiez à Beaune. Voilà, je vote pas à Beaune, mais je constate que la Starac mène à tout. On va continuer à parler des municipales. On va partir dans une rédaction locale, comme tous les jours. Et le mercredi, direction Toulouse. Retrouvez nos partenaires de la Dépêche du Midi. Bonjour Éric Berger. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Éric, on va parler des municipales dans quelques instants. Mais d'abord, la une de votre journal, c'est le coronavirus. Rapatriement sous haute surveillance. C'est ça, nous faisons le point sur ce dossier qui fait la une de l'actualité depuis plusieurs jours. Le virus avec un 4e cas avéré en France et plus d'une centaine de victimes en Chine. Alors pour étayer ce dossier, nous avons fait un vrai faux autour de toutes les questions qu'on se pose autour de cette épidémie, avec notamment une des questions, est-ce qu'il est bien utile de porter un masque bleu, les fameux masques chirurgicaux? La ministre hier a expliqué que ce n'était pas utile, ça n'empêchait pas de contracter ce virus. En revanche, c'est bien utile si on est soi-même porteur du coronavirus. Et puis, tous les jours, depuis dimanche, nous avons des témoignages que nous recueillons d'habitants de la région qui vivent en Chine. Et aujourd'hui, grâce à nos confrères de l'Indépendant de Perpignan, nous avons le témoignage de Nicolas, qui était en vacances à Wuhan dans sa belle famille, puisqu'il vit avec une Chinoise à Perpignan. Et il nous raconte sur place à la fois la psychose et puis aussi la galère pour lui et sa compagne pour l'organisation de ce rapatriement qui doit se dérouler en fin de semaine, parce que lui a bien de la place dans l'avion, mais sa compagne, qui n'a pas la nationalité française, éprouve quelques difficultés administratives, c'est-à-dire leur témoignage dans nos colonnes aujourd'hui. Les autres sujets plus légers, toujours à la une de la Dépêche du Midi aujourd'hui. Qui est la star de la chocolatine? Alors, c'est un mot qui ne va pas plaire à tout le monde, ça, Éric Berger. Bon, il y a le championnat de France de chocolatine. C'est ça. Alors sachez que si vous venez dans une boulangerie du côté de Toulouse ou dans le sud-ouest, il vaut mieux dire chocolatine. Alors si vous ne dites pas au chocolat, on vous comprend quand même. C'est en tout cas un sujet très sérieux puisqu'il y avait hier un championnat de France de la chocolatine organisé à Toulouse. Il y avait une quinzaine de boulangers qui étaient en compétition, des boulangers d'ailleurs qui ne viennent pas spécialement du sud-ouest. Il y avait des candidats de Nice, de Bretagne, de Corse. Et figurez-vous, on n'a pas fait exprès, mais le grand gagnant est un boulanger toulousain, évidemment, que nous avons interrogé. Il s'appelle Dimitri. Il travaille dans un établissement à Léguevin, près de Toulouse, et il nous explique pour lui ce qu'est une bonne chocolatine. Elle doit être croustillante et feuilletée. Et sachez que cette discipline est très très importante, très sérieuse, puisqu'il y a également un championnat du monde. On a l'interview du titulaire du titre qui remettra son titre en jeu l'année prochaine. Et il est lui aussi originaire de la région toulousaine. Eh bien décidément, Toulouse, reine de la chocolatine. On va terminer en parlant des municipales avec vous, Éric Berger. Et vous avez choisi de vous intéresser à la Macronie. La Macronie dans tous ses états, ses dissidences au sein de la République En Marche. C'est ça, c'est notre journaliste politique Christelle Bertrand qui intervient régulièrement sur Public Sénat d'ailleurs, qui s'est intéressée au cas de dissidence pour ces municipales chez LREM. Alors c'est sur le plan national, il y a des cas plus connus, Paris évidemment, Biarritz plus près de Toulouse avec les deux ministres qui sont en concurrence, mais il y a aussi Villeurbanne, Besançon, et on a fait un petit éclairage sur
sur le cas particulier d'Amiens, la ville du président de la République, où Barbara Pompili, une élue La République En Marche, qui est assez connue, ne soutient pas la maire sortante UDI, qui a pourtant le soutien de LREM, et elle nous a accordé une interview qui vient compléter ce dossier. Et pour être complet sur les municipales, nous donnons rendez-vous à nos lecteurs demain avec une série qui s'appelle Carnet de campagne. Tous les jeudis, on s'intéresse à une ville de la région où on explique les enjeux du scrutin. On était à Toulouse il y a 2 semaines, à Carmaux, la patrie de Jaurès, menacée par le Rassemblement national la semaine dernière. Et demain, on sera à Cahors, ville tenue par un élu socialiste. Et tout ça, c'est donc à lire dans la Dépêche du Midi, votre cahier spécial demain. Et aujourd'hui, on va donc revoir votre une, rapatriement sous surveillance. C'est le principal titre de la Dépêche du Midi. Merci beaucoup Éric Berger. On vous retrouve mercredi prochain pour un nouveau point, notamment sur ces municipales. Merci d'avoir été avec nous. On va passer à l'autre actualité. L'autre actualité, c'est la réforme des retraites. Nouvelle journée de mobilisation aujourd'hui. Demain, Édouard Philippe lancera la conférence de financement où les partenaires sociaux doivent se mettre d'accord sur l'équilibre du système. Et dans le même temps, le Parlement débute ses travaux. La commission spéciale de l'Assemblée nationale a auditionné hier soir le secrétaire d'État aux retraites, Laurent Pietraszewski, mais l'opposition parlementaire, elle dénonce un mépris du Parlement sur ce texte et elle fait entendre sa voix. On regarde ça avec Flora Sauvage. C'est une décision symbolique mais forte. Au Sénat, la conférence des présidents qui réunit l'ensemble des présidents de groupes et de commissions demande la levée de la procédure accélérée afin d'examiner sereinement le projet de réforme des retraites. Il y a une très large majorité. Nous avons décidé effectivement d'entamer la démarche, que le président du Sénat entame la démarche auprès du président de l'Assemblée nationale pour essayer effectivement d'obtenir que le texte ne soit plus soumis à la procédure d'urgence. On nous demande quoi ? De signer un chèque en blanc, de voter à l'aveugle sur quelque chose. Et l'Assemblée nationale, c'est pire, puisque l'Assemblée nationale, elle n'aura même pas connu, avant de voter, les conclusions de l'ensemble des partenaires sociaux sur les propositions qu'ils pourraient formuler. Mais le gouvernement veut conserver son calendrier. Toute la journée d'hier, l'exécutif a tenté de défendre son projet. Nous nous sommes engagés sur cette réforme, qui est une bonne réforme. Monsieur le Président Chassaigne, cette réforme sera, je le dis et je ne suis pas seul à le dire, massivement redistributive, y compris pour les derniers déciles, pour les Français les plus modestes. Devant les députés en commission spéciale, Laurent Pietraszewski, le secrétaire d'État en charge de la réforme, défend le bien fondé du système par points. La valeur du point, ça fait l'objet de nombreux échanges, ne pourra pas baisser, nous l'avons dit, nous l'avons écrit. Et cette valeur sera fixée par les partenaires sociaux sous votre contrôle. Le projet de loi sera examiné en commission spéciale le 3 février, puis en séance publique le 17. Son examen au Sénat est pour le moment prévu fin avril. Olivier Auguste, on voit ça se tend entre le Parlement, en tout cas l'opposition parlementaire et l'exécutif. Est-ce que une partie des parlementaires ont raison de dénoncer un calendrier trop serré, un mépris du Parlement ? En tout cas, c'est vrai qu'ils reçoivent un texte qui n'est pas complet, puisqu'il manque tout le volet sur le financement à court, moyen terme qui va être confié à cette fameuse conférence de financement qui démarre demain. On parle quand même de quelques dizaines de milliards d'euros, donc c'est pas du tout négligeable. Donc on comprend qu'ils ne soient pas très contents qu'on leur présente un texte qui effectivement bâtit une architecture d'ensemble, mais dans lequel il manque tellement de détails. L'autre point sur lequel ils protestent, c'est le fait que le texte soit présenté en procédure d'urgence. Là, je crois que pour moi, c'est un problème un petit peu différent. Il y a tellement de textes examinés au Parlement que maintenant, la procédure d'urgence devient quasiment la procédure ordinaire. C'est presque vexant de présenter un texte qui n'est pas passé en procédure d'urgence. Ça veut dire que c'est un truc un peu secondaire qui peut attendre. Un peu ce que dit Marc Fesneau, le ministre des Relations avec le Parlement, que c'est devenu la norme finalement, cette procédure accélérée. Alors, je crois que ça pose une autre question qui est beaucoup plus large que celle de la réforme des retraites. C'est on réglemente, on norme et on légifère trop en France. Il y a une avalanche de textes. Mais donc voilà, ce contexte fait que les parlementaires se sentent un petit peu, sinon mis à l'écart, en tout cas pas totalement informés de ce qu'ils vont être appelés à voter. Alors face à ça, le Sénat avait été tenté de dire nous on ne veut pas l'examiner du tout. On verra un petit peu plus tard quand le texte arrivera ici à la Haute Assemblée. En avril, du côté de l'opposition à l'Assemblée nationale, en tout cas à droite, on a adopté une stratégie un peu différente. Visiblement, il n'y a pas la volonté de faire de l'obstruction, mais plutôt de se concentrer sur le fond du texte.
Stéphane Robert. Oui, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, on voit que les oppositions sont mobilisées, à droite comme à gauche. Il y a une alliance qui se fait pour contester la manière, enfin déjà le projet, comme ça vient d'être dit, tel qu'il aurait présenté, et puis la procédure accélérée. On voit Damien Abad, le patron des députés républicains, hier à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui fait qu'il y a ce réveil-là? C'est la décision du Conseil d'État, enfin l'avis du Conseil d'État qui a été rendu vendredi. Ça les a tous galvanisés. Ils se sentent juridiquement, administrativement soutenus. En quelque sorte, le Conseil d'État dit ce texte, ça ne va pas du tout. Il y a des conditions financières lacunaires. C'est pas, et puis, il y a sur cette injonction à légiférer qui est faite au gouvernement à l'avenir sur l'augmentation des salaires, notamment des enseignants, et le Conseil d'État dit ça, c'est pas constitutionnel. Donc là, il y a un réveil des oppositions autour de ces questions-là, et légitimement, ça va contester très très fort. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais il y aura une contestation parlementaire aussi rude que ce qu'on a connu dans la rue, vraisemblablement. Qui peut faire que ce texte est encore plus compliqué à faire passer par le gouvernement, ou le gouvernement trace sa route de toute façon? Je crois qu'il trace vraiment sa route de façon assez claire et nette. Enfin, le Parlement est quand même traité en quantité négligeable quand même depuis le début de cette mandature, donc il n'y a rien de neuf sous le soleil de ce point de vue-là. Il faut dire aussi que pour la droite, c'est peut-être plus confortable d'attaquer sur cette question de forme. Ça ne veut pas dire qu'elle est secondaire, mais de déficit démocratique, que sur le fond du texte, parce que voilà, malgré tout, un texte qui supprime les régimes spéciaux, même si ça va prendre énormément de temps pour le faire, un texte qui, même si c'est pas par un report de l'âge légal, mais par ce fameux âge d'équilibre, va faire en sorte que les Français restent plus longtemps au travail. C'est quand même des mesures qui, dans l'absolu, auraient pu ou auraient dû peut-être être passées par la droite et qu'elle n'a pas fait jusqu'ici. Donc, ils sont peut-être un petit peu moins à l'aise pour critiquer ces aspects-là du texte. Donc, se concentrer sur ce problème de déficit démocratique, c'est peut-être plus facile pour eux. Et on continuera bien sûr à suivre tout ça. Prochaine étape, notamment demain. Demain après-midi, Édouard Philippe qui va lancer donc cette conférence de financement. On va terminer en regardant ce qui est à la une de vos quotidiens régionaux avec Fanny. Et Fanny, on commence avec Ouest France. Oui, à la une de Ouest France, évidemment, le coronavirus avec cette photo des Français bientôt rapatriés de Chine. Il y a un premier avion qui doit partir de France ce matin. Le second décollera dans la semaine. On le sait, environ 250 Français devraient être rapatriés en France en fin de semaine. Avant le départ, on sait qu'ils seront auscultés par des médecins pour vérifier, pour savoir s'ils ont contracté le virus ou pas. À la une de l'Ardennais. Alors une question qui se pose, quel destin pour nos petites communes? C'est la question qui se pose en une. Les tout petits villages doivent-ils fusionner? Quel avenir pour les communes quand elles n'ont pas les moyens d'assurer les services aux habitants? C'est un dossier à lire en pages 4 et 5. Dans le Midi Libre, on se pose la question de la parité. Évidemment, on parle des municipales avec cette photo de cette femme avec son écharpe de maire. L'Hérault est loin d'être bon élève en la matière. 14% de femmes. Mais en France, on le rappelle, au niveau national, c'est 17% seulement de femmes qui sont maires. C'est donc un dossier à lire dans le Midi Libre. Et on termine avec Centre Presse. Oui, regardez cet article. C'est une initiative à Rodez et ça va peut-être vous intéresser. Regarde, c'est biologique, c'est écologique. Adopte une poule. L'opération a été lancée il y a 4 ans. Elle permet aux familles de réduire leurs déchets ménagers et de profiter des œufs frais. Voilà, vu le succès de l'opération, elle va donc s'étendre aux écoles et aux maisons de retraite. Eh bien voilà, très bonne initiative à la une de Centre Presse. Merci beaucoup Fanny. On va regarder vos unes, messieurs. On va revoir la une de l'Opinion, Olivier Auguste, municipale, la guerre du béton. Voilà, donc sur ces dilemmes des maires et des candidats, est-ce qu'il faut aller dans le sens de l'électorat en disant qu'on ne va pas construire de nouveaux immeubles, pas les faire plus haut, ou alors être un petit peu plus engagé dans le sens du logement, puisqu'on en manque dans beaucoup de communes? Et à la une de la Gazette des communes, on va d'abord voir la une de cette semaine. La Gazette des communes, électricité, acheter vert, pas si facile, Jean-Baptiste. Oui, c'est un casse-tête pour les maires, en fait. La réglementation est extrêmement compliquée, donc c'est pas si facile que ça. Et on va voir votre édito dans la Gazette de la semaine prochaine, en avant-première. Et votre édito, il s'intitule « Le Petit Paris ». Oui, donc je reviens dans cet éditorial sur les annonces de Benjamin Griveaux qui envisage de déplacer la gare de l'Est soit porte de la Villette, soit dans une commune de banlieue qu'il ne nomme pas.
Donc c'est-à-dire qu'il se fait une autre idée de la concertation avec ses voisins, mais son frère ennemi Cédric Villani n'est pas en reste, puisqu'il veut déplacer une partie du trafic de la gare du Nord à Saint-Denis, sans plus consulter les élus riverains. Et Anne Hidalgo, elle, c'est quand même la reine en la matière, c'est-à-dire qu'elle veut supprimer la moitié des places de stationnement, la circulation des véhicules qui viennent de banlieue. Donc on est vraiment dans des logiques anti-métropolitaines, on est un peu dans le syndrome de Venise, c'est un Paris qui se recroqueville sur lui-même. Pour moi, il est temps d'élire un maire du Grand Paris. Voilà, eh bien au moins c'est dit. Merci beaucoup, merci à tous les trois d'avoir été avec nous. Merci Fanny. Et on se retrouve demain. L'invité politique, ce sera Guillaume Larrivé, député Les Républicains de Lyon. Et n'oubliez pas à 15h, la séance de questions d'actualité au gouvernement. Très bonne journée. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous ont présenté le Club des Territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le Club des Territoires. NJ, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous a présenté le Club des Territoires.